Kimchi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la dernière JV d'été du mois de JV d'été. À vrai dire c'est pas vraiment la dernière puisque logiquement quand vous regardez cette vidéo on est samedi et dimanche donc c'est le jour des JV d'été. Mais en tout cas pour cette dernière vidéo on va donc voyager au Brésil et je vais vous parler donc de la mannequin Gisele Bündchen qui était une des plus grosses mannequins et on va parler donc de sa carrière, son enfance, ses polémiques, ses relations. Il y a pas mal de choses à dire donc avant que la vidéo commence vous le savez déjà. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous d'avoir été présents pour ce mois du VDT. Franchement, les statistiques étaient incroyables. Donc, je suis hyper reconnaissante. Merci beaucoup. Gisele Caroline Bündchen est donc née le 20 juillet 1980, ce qui fait que là, actuellement, elle a donc 43 ans. Et elle est née dans une toute petite ville qui s'appelle donc Horizontina, qui est donc à l'intérieur du Rio Grande do Sul. Et au-delà d'être brésilienne, elle est également d'origine allemande. Gisele Bündchen n'est pas fille unique et d'ailleurs, elles sont pas mal dans la famille puisqu'elles sont 5 et 5 filles. Et d'ailleurs, Gisele, elle a une sœur jumelle. Mais par contre, elles se ressemblent pas du tout. Je sais pas s'il y a un terme pour ça en français, mais c'est des jumelles qui ne se ressemblent pas. Pendant sa carrière, Gisele a été reconnue comme une des plus belles femmes, mais c'est vrai que ça s'est pas passé comme ça pendant son enfance, puisqu'elle subissait pas mal de moqueries. Au collège, elle avait un petit souci, c'est qu'elle marchait très souvent en étant un peu courbée, et elle va expliquer à sa mère que si elle avait la posture courbée comme ça, c'était juste pour avoir l'air plus petite. Gisele a dit dans une interview qu'on lui donnait des surnoms horribles, et un qui l'avait énormément marqué, c'est qu'on l'appelait, c'est soit Olive, Olivia, qui est donc la femme donc de Popée, ou on l'appelait sinon comme cet oiseau que vous voyez sur l'écran. Je saurais pas traduire en français parce que c'est un oiseau justement qui a des jambes très très longues comme Gisele et c'est quelque chose dont elle complexait énormément quand elle était petite. Sa mère elle était très inquiète pour ce problème de posture et donc elle a inscrit Gisele à un cours de mannequinat. Et Gisele va dire qu'elle avait aucune envie de faire ce cours et la seule raison pour laquelle elle avait fait c'est que du coup les mannequins de cette école allaient donc faire un voyage à São Paulo à la fin de l'année, ce qui l'excitait énormément parce qu'elle avait jamais été dans une grande ville et en plus ça serait un voyage avec plein d'amis. C'est donc à la fin des années 1994 que ce voyage va avoir lieu. Donc ces 50 filles en question vont aller à Curitiba, à São Paulo et à Rio. C'était donc un voyage en bus et c'est pendant ce voyage justement et plus précisément l'arrêt à São Paulo que la vie de Gisele va changer. Le groupe s'était arrêté dans un centre commercial à São Paulo, plus précisément dans un McDo. Toutes les filles portaient donc des t-shirts de cette école de mannequinat et Gisele va attirer l'attention d'une agence de mannequins, donc l'agence Elite. Il y avait un agent de mannequins qui était là. Cet agent va donc inviter Gisele à participer aux sélections nationales du concours Look of the Year, qui était un concours très important à l'époque. Juste pour vous donner une idée, donc la mannequin Cindy Crawford a été l'une des finalistes de l'édition 1983. Gisele a donc participé à ce concours et elle a fini deuxième et elle a donc été invitée au concours mondial qui allait se dérouler en Espagne. Elle va finir dans le top 10, elle va être 10e. Et en 1995, Gisele a donc été officiellement recrutée par Elite et elle a donc décidé de déménager à São Paulo pour cette carrière-là. Donc elle va partir de sa toute petite ville et aménager dans l'énorme ville qui est São Paulo. Et son arrivée à São Paulo va très mal se passer. Gisele, elle a seulement 14 ans. Elle va raconter dans une interview à Vanity Fair ce qui s'est passé. Son père va donc lui donner 50 reals pour qu'elle puisse prendre un taxi de la gare à São Paulo jusqu'à l'appartement où elle allait vivre avec d'autres mannequins. Donc 50 reals, ça fait largement l'affaire. Sauf que Gisele a décidé d'économiser cet argent et d'y aller en bus. Mais voilà, au moment donc de payer le billet pour entrer dans le bus, elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait voler son argent dans son sac à main. Gisele s'est retrouvée donc dans la rue, sans argent. Elle n'avait même pas de téléphone à l'époque. Elle a dû demander de l'argent aux passants pour pouvoir se reprendre un billet de bus. Finalement, elle a réussi à appeler son père depuis la cabine téléphonique et elle est rentrée à pied finalement jusqu'à son appartement. Heureusement qu'il faisait jour et heureusement que c'était juste 30 minutes de marche, donc finalement elle est rentrée saine et sauve. Comme je vous ai dit, elle vivait donc avec d'autres mannequins et c'est vrai qu'elle avait un style totalement différent de ces filles-là parce que déjà elle était beaucoup plus jeune, elle avait seulement 14 ans dites-vous. Elle ne sortait pas en soirée, elle n'allait pas au restaurant le soir, elle était vraiment en train de réviser et en train de s'entraîner parce qu'elle était très stressée malgré le fait qu'elle a fini deuxième à son premier concours et ensuite 10e. Elle va dire dans une interview qu'elle avait aucune idée de comment poser. Tout ce qu'elle avait fait c'était défiler, c'était même pas arrivé
fait 10 fois qu'elle défile dans sa vie et là elle se retrouvait donc chez Elite. Les premiers shootings ont été aussi très compliqués parce que Gisèle avait un peu cette âme d'enfant. Sur les photos, elle souriait avec les dents, elle avait ce regard très innocent et les marques et les agences voulaient son regard de femme, alors qu'une fois de plus, elle avait 14-15 ans. Et quand elle faisait les shootings, beaucoup de marques disaient que Gisèle n'allait jamais réussir parce qu'elle avait des yeux trop petits et un nez trop imposant pour être mannequin photo. Ses premiers travaux à l'international ont été donc pour des catalogues au Japon, où elle a vécu pendant quelques mois. Puis en 1996, Gisèle, elle a donc déménagé à New York, à l'âge donc de 17 ans. Mais même là-bas, c'était un peu le flop. Elle a pas obtenu trop de shooting, trop de défilés. C'était juste quelques défilés par-ci, par-là. En 1997, le moment décisif pour Gisèle arrive. C'est donc la Fashion Week à Londres. Elle s'est donc déplacée à Londres à l'âge de 18 ans pour essayer de trouver une marque qui voulait bien d'elle pour défiler. Et Gisèle va finalement être prise, mais elle va dire qu'avant d'avoir été sélectionnée, elle a été rejetée 42 fois jusqu'à que finalement ce soit Alexander McQueen qui la sélectionne. Et une fois de plus, la chance va pas être trop de son côté parce que son premier défilé, au début, va pas bien se passer. Finalement, ça va bien se finir puisque Gisèle va apprendre au moment même de défiler qu'elle devait donc défiler topless. On lui a attendu juste une jupe. Elle avait seulement 18 ans, donc elle était totalement en panique. Elle savait pas comment gérer ça. Pour elle, c'était hors de question. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer et finalement, on lui a trouvé une solution. C'est qu'on lui a peint tout le corps pour qu'on remarque pas qu'elle était nue. Donc je sais pas comment c'était pas plus simple de lui donner un simple débardeur, mais non, ils ont peint son corps. Et quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle défilait, il va se mettre à pleuvoir sur scène. Et donc en fait son maquillage va se mettre à couler et il y avait vraiment cette impression qu'elle était en train de pleurer, donc il y avait un côté artistique où les photos de Gisèle étaient tout simplement incroyables. Et moi franchement ça m'a vraiment choquée ce moment-là de se dire qu'elle se retrouve à apprendre qu'elle va défiler topless sur le moment. Enfin comment on n'a pas pu lui prévenir avant? C'était censé accepter ou pas? Comment tu peux laisser quelqu'un dans une situation comme ça? Et c'est à partir donc de 1998 qu'elle a commencé à défiler pour d'autres créateurs comme par exemple Jean-Paul Gaultier, Dolce Gabbana, Versace. Elle va également poser pour sa première couverture Vogue en 1998. C'était donc le Vogue britannique et elle va faire de plus en plus la une de plusieurs magazines et on va vraiment qualifier Gisèle comme celle qui va un peu changer les standards, les normes de beauté dans le mannequinat. Puisqu'à l'époque, le style qui dominait le monde du mannequinat, on appelait ça le héroïne chic. Et ils ont donné ce nom parce qu'ils comparaient donc ces mannequins aux utilisateurs de ces drogues-là. Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose de cool d'être comme ça. On avait par exemple Kate Moss qui représentait beaucoup ce style. Kate Moss qui était un personnage assez controversé. Il y avait pas mal de polémiques en ce qui la concernait. Des abus d'alcool, de drogue. Puis est arrivée Gisèle que d'après les tabloïds a un peu changé tout ça. Il y a des choses que je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est vrai que Gisèle, il y avait une différence, c'est que c'était quelqu'un qui était quand même très très bronzé. Bon, elle était grande, elle était blonde, mais ils vont dire qu'il y avait ce changement où elle avait un peu plus de poitrine et surtout des courbes. Alors, moi quand je pense à courbes, je pense pas à ça parce que je trouve quand même que Gisèle, elle est très très mince. Mais bon, à l'époque, on va dire, c'est ce qui jugeait avoir des courbes. Et au-delà de tout ça, Gisèle était quelqu'un qui n'était pas du tout dans les polémiques, c'était quelqu'un qui était très clean, dont on n'en parlait pas du tout négativement sur les tabloïds, elle faisait pas de bruit. Et il parlait aussi de la façon de défiler, que la façon de Gisèle de défiler était différente, ils appelaient donc ça le horse walk, donc la marche du cheval, qui est donc un style de défilé dans lequel la mannequin fait des pas plus longs avec plus de mouvement. Pour terminer l'année 1999 en beauté, Gisèle va donc être nommée la mannequin de l'année au Vogue Fashion Awards. Et c'est donc dans les années 2000 que Gisèle va donc commencer à sortir avec Leonardo DiCaprio. On sait pas trop comment les deux se sont rencontrés ni quand ils ont commencé à sortir ensemble. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils se sont rapprochés vraiment fin des années 1999. Et en 2016, des années plus tard, elle va dire que ce moment-là de sa vie, il y a eu un énorme changement parce qu'elle est passée de quelqu'un quasi invisible à quelqu'un de très très connu d'après elle, parce que c'est très différent d'être connu dans le monde du mannequinat et d'être connu parmi les plus grosses célébrités. Et pour le coup, elle sortait avec Leonardo DiCaprio et elle va dire qu'elle a très très mal vécu
ce tremplin énorme de devenir vraiment connue. Dans les années 2000, Gisèle va signer un contrat de 25 millions de dollars avec Victoria's Secret et elle va donc devenir un ange de Victoria. En 2002, Gisèle a donc été nommée la mannequin la mieux payée au monde et elle va garder ce statut pendant des années puisqu'elle va être dépassée seulement en 2017. Donc elle va le garder de 2002 à 2017 et elle va donc être dépassée. Puis je me rappelle quand ça s'est passé, les gens ils ont énormément critiqué parce que soi-disant c'est pas mérité, mais elle va être dépassée donc par Kendall Jenner. Et perso, moi parmi les Kardashians, Kendall c'est vraiment ma préférée, mais je trouve que quand Kendall elle défile, on ressent rien en particulier, il y a rien qui fait des étincelles. Il va y avoir une polémique en ce qui concerne Gisèle en novembre 2002 et ça va se passer pendant qu'elle était en train de défiler donc pour Victoria's Secret quand soudainement une femme va donc monter sur scène, c'était une militante donc de longue PETA et elles avaient des pancartes qui visaient directement Gisèle, donc moi je croyais que c'était en rapport avec Victoria's Secret mais pas du tout. Mais en fait Gisèle avait récemment signé un contrat donc avec la marque Black Glamour qui vendait donc des vêtements avec des peaux d'animal. En 2018, des années et des années plus tard, puisque ça s'est passé en 2002, Gisèle va dire dans un interview qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, que la marque maltraitait donc des animaux et les tuait. Je n'avais aucune idée de ce que je soutenais en signant le contrat avec cette marque. Je faisais simplement ce que mes agents disaient de faire. Peut-être que c'est vrai, mais je trouve ça quand même un peu étrange. Par la suite, elle a donc direct annulé le contrat avec cette marque et elle n'a plus jamais été aperçue portant un seul manteau avec donc de la vraie fourrure d'animal. Bref, son succès était toujours à son prime, elle était en train de poser avec des énormes magazines jusqu'en 2003 quand des attaques de panique vont commencer. Elle travaillait des longues heures chaque jour et n'avait pas le temps de se reposer. Elle mangeait très mal et le corps, bien sûr, il le ressentait. Et pour le magazine People, elle a déclaré que la première crise qu'elle avait eue, c'était pendant des turbulences, donc dans un avion. Et qu'à partir de ça, elle a donc développé une peur énorme pour les tunnels et les ascenseurs. Les crises sont devenues tellement fortes qu'elle se sentait même plus en sécurité chez elle et qu'elle a clairement eu des pensées suicidaires à ce moment-là, que ça allait vraiment pas. Gisèle, elle a donc cherché un médecin. Ce médecin, il lui a conseillé des médicaments, mais elle a décidé de pas les prendre parce que elle voulait pas devenir addicte et c'est là qu'elle a donc décidé de changer totalement de style de vie. Elle a arrêté donc de fumer, de boire de l'alcool, elle a arrêté le café, elle a arrêté plusieurs aliments, elle s'est mise au yoga et à partir de là, petit à petit, ça a commencé à aller mieux. En 2004, il va se passer quelque chose de très important pour Gisèle et également Léo. Quand ils vont donc visiter le parc indigène du Xingu, c'est donc dans le Mato Grosso au Brésil. Les deux, ils avaient été dans le but de découvrir la forêt amazonienne et ils ont donc découvert tout ce qui allait pas, tous les problèmes environnementaux. C'est donc à partir de là que Gisèle a décidé de se consacrer à des causes liées à l'environnement. Elle a commencé donc à soutenir la campagne de préservation de la rivière Xingu et une partie par exemple des claquettes Ipanema avec qui elle avait fait une collaboration allait directement à eux pour les aider. 2004, Gisèle, elle avait fait un petit pas dans le cinéma puisqu'elle avait participé au film Taxi et elle s'est pas arrêtée là puisqu'elle a également participé au film Le Diable s'habille en Prada donc en 2006. En février 2005, un autre événement important puisque Gisèle a donc accompagné Léo aux Oscars. Jusqu'à aujourd'hui, Gisèle est la seule petite amie de Léo qui l'a accompagné sur le tapis rouge aux Oscars. Sauf que voilà, après 5 ans de relation, pas longtemps après les Oscars, ils vont donc rompre en 2005. Pendant de nombreuses années, il y avait un gros point d'interrogation sur la raison de la rupture et Gisèle va donc en parler en 2019. Elle va dire qu'elle avait rompu avec Léo parce qu'elle cherchait justement à avoir une vie un peu plus saine et que Léo n'arrivait pas à s'adapter à ce style-là dû à son métier. Nous voilà en décembre 2006 quand Gisèle va se remettre en couple à nouveau avec donc Tom Brady. La façon dont ils se sont rencontrés c'est assez drôle puisque ça s'est fait lors d'un date à l'aveugle et les deux vont dire que c'était vraiment le coup de foudre dès le premier date. D'ailleurs, le début de leur relation coïncide avec la rupture de Tom avec l'actrice Brigitte Monaghan et ça avait fait énormément polémique parce que seulement quelques mois après la rupture entre Tom et du coup Brigitte a appris qu'elle était enceinte alors que Tom était déjà avec Gisèle et Gisèle elle-même va dire que ce moment était très difficile mais a aussi aidé le couple à grandir. Nous voilà en 2007 et après 7 ans travaillant chez Victoria's Secret, Gisèle va donc annoncer son départ avec la marque. Elle va dire à l'époque qu'elle ne se sentait plus
à l'aise de défiler en sous-vêtements. Le 26 février 2009, Gisèle et Tom vont donc se marier à Santa Monica en Californie. Toute la cérémonie était très discrète, la presse ne savait même pas qu'ils étaient fiancés pour vous dire. Et après la cérémonie, ils se sont donc rendus chez eux où ils ont fait une petite fête avec une quarantaine de personnes. Tom avait dit dans une interview qu'ils ont fait quelque chose de très simple puisqu'ils ont fait un barbecue et que tout le monde avait profité de la piscine. En avril, les deux vont faire une deuxième cérémonie également pour très peu de personnes qui va se passer donc au Costa Rica. En juin de la même année, donc le 17, Gisèle va faire un défilé pendant la Fashion Week et voilà que les rumeurs vont commencer sur une pseudo-grossesse. Mais Gisèle ne s'est pas prononcée à ce moment-là. Elle a tout simplement continué à vivre sa vie en étant photographiée chaque semaine avec le ventre de plus en plus gros. Donc en effet, elle était enceinte mais elle n'avait juste pas fait d'annonce particulière. Et ça va être confirmé seulement en septembre quand Tom, pendant une conférence pour le travail, donc pour le foot, va donc annoncer qu'il était le seul à savoir le sexe du bébé parce que Gisèle voulait avoir la surprise au moment de la naissance. C'est donc Benjamin Rein Brady qui est né le 8 décembre 2009 d'un accouchement naturel à la maison dans la baignoire, ce qui selon Gisèle était très agréable et qui n'a pas du tout fait mal. Mais tout n'était pas parfait parce que Gisèle va dire qu'elle a eu beaucoup de mal à s'adapter à cette nouvelle vie de maman, surtout quand elle voulait reprendre le travail, il y avait beaucoup de culpabilité. Et c'est Leighton Meester qui a aussi dit ça, je vous en ai parlé dans sa JVDT, mais elle va dire à quel point elle se sentait coupable de reprendre le travail, de reprendre une vie, à quel point c'était injuste parce que le papa, lui, il a pas cette culpabilité et en tant que maman, dès que tu veux reprendre le travail, tu vas entendre des phrases en mode « Oh, mais t'as accouché depuis seulement un mois et ça y est, tu reprends le travail et ton enfant, il a besoin de toi. » Et pas longtemps après l'accouchement, il va y avoir une polémique quand Gisèle va tout simplement dire qu'il devrait avoir une loi qui oblige toutes les femmes à allaiter pendant au moins 6 mois. Je pense que l'allaitement m'a vraiment aidé à garder la ligne et à retrouver mon poids. Je pense qu'il devrait y avoir une loi internationale afin que les mères allaitent leur bébé pendant 6 mois. Ici, beaucoup de mères ne pensent pas à donner le sein. Mais comment pouvez-vous donner des aliments chimiques à votre bébé alors qu'il est si petit et fragile? C'est vrai qu'au Brésil, l'allaitement c'est quelque chose de hyper normal, genre d'allaiter dans la rue, de sortir son boobs comme ça pour donner le lait. Et j'ai l'impression qu'en France, alors je sais pas si c'est dû à mon entourage quand on en parle, que c'est pas si courant que ça, enfin c'est pas si normal que ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le coup, Gisèle, elle s'est très mal expliquée. Elle va subir des attaques de absolument partout. Et à la fin, elle a fini par se retracter et dire donc qu'elle s'était mal exprimée. Mon intention de parler de l'importance de l'allaitement n'avait rien à voir avec la loi. Elle venait de ma passion et mon dévouement pour les enfants. Devenir mère m'a amené à me poser beaucoup de questions. Je suis en recherche permanente du meilleur pour mon enfant. C'est dommage que dans un interview, les choses apparaissent soit noir ou soit blanc. En fait, elle était clairement en train de dire que ses propos ont été un peu modifiés, sortis de leur contexte. Je comprends que chacun a sa propre expérience et sa propre opinion. Je ne juge personne. Bon, c'est pas trop ce que t'as dit dans le premier message, mais passons. En août 2012, Gisèle va donc confirmer pendant une émission brésilienne, donc Fantástico, qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Et Vivian Lake Brady est donc née le 5 décembre 2012. Entre 2013 et 2014, en plus de participer à des défilés de mode et d'être l'égérie de plusieurs campagnes nationales et internationales, Gisèle a également décidé de se lancer dans la musique. Mais attention, parce que quand j'ai lu ça, j'étais là, what? En fait, pour vous expliquer, elle était sur la campagne de H&M et elle a donc participé à une chanson qui était donc pour récolter des dons pour l'UNICEF, pour vacciner les enfants qui étaient dans les besoins. Elle va refaire ça en 2014, cette fois-ci elle va donc s'associer au DJ Bob Sinclair et c'était la même chose dans le but de collecter des fonds. En 2015, elle était moins présente internationalement parce qu'elle était surtout au Brésil. Et pendant l'année de 2015, pour que vous ayez une idée, elle avait apparu sur plus de 2527 publicités. Donc elle était littéralement partout. C'est aussi l'année où Gisèle va annoncer sa retraite à l'âge de 34 ans. Mais vous inquiétez pas, elle va pas rester très longtemps loin des podiums, elle va faire quelques retours. Mais avant que je vous en parle de ça, il faut que je vous parle de la polémique de 2015 parce que ça avait fait parler. En fait, Gisèle a décidé d'aller se faire opérer en cachette et elle a décidé de porter une burqa. Et on a appris que c'était Gisèle puisque sur la photo, on peut voir son chauffeur qui est littéralement son chauffeur depuis toujours, sans parler du fait qu'elle était aussi accompagnée de sa sœur. Donc les gens, ils ont énormément critiqué qu'elle utilise une tenue religieuse pour se cacher. Pendant longtemps, les gens se sont demandé
qu'est-ce qu'elle avait fait comme chirurgie. En fait, Gisèle, elle a voulu cacher pendant très longtemps c'était quoi, parce que du coup, ça allait faire polémique quand ça allait se savoir. Et en fait, elle s'était fait refaire la poitrine. Une augmentation mammaire, du coup. Et en fait, elle a expliqué que la raison pour laquelle elle a fait une augmentation mammaire, c'est qu'à force d'allaiter ses enfants, du coup, elle avait un de ses seins qui était déformé. Et bien sûr, ni un ni deux, les gens sont direct allés lui tomber dessus parce qu'elle était là, limite à vouloir imposer aux femmes l'allaitement. Mais dès qu'il faut faire face aux conséquences de l'allaitement, ben elle va se faire refaire les seins. Donc les gens, ils ont trouvé très faux cul de sa part, tout ça. Et dans son livre, elle va dire quelque chose qui va encore plus énerver les gens parce que pour les gens, c'est comme si elle essayait de se justifier dû à la polémique en question. Parce qu'elle va dire que dès le lendemain, quand elle a vu sa poitrine, elle se reconnaissait plus du tout et qu'elle a énormément regretté, soi-disant, de l'avoir refait et que même pendant un an, elle portait des vêtements très très larges parce qu'elle n'arrivait pas à s'habituer à son nouveau corps. Mais les gens vont une fois de plus dire que c'est hyper contradictoire parce que quand t'as refait tes seins, au bout de un jour, tu ne peux même pas enlever le soutif que tu portes de base, donc tu connais même pas la taille de ta poitrine, ça met du temps à vraiment voir le rendu. Et ils pensent surtout que la raison pour laquelle elle portait des vêtements larges, c'était pour cacher le fait qu'elle s'est fait refaire les seins. Donc ça, c'était vraiment une grosse polémique dans la carrière de Gisèle. Et franchement, là, j'ai débité. Je sens les gens qui vont me dire, tu parles trop vite, Giovanna. En 2016, Gisèle va donc faire ses retours en tant que mannequin seulement un an après sa retraite et ça s'est fait donc au Brésil. C'était donc pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle a défilé dans tout le stade Maracanã au son de Girl from Ipanema. En 2016, elle va également participer à 2 documentaires, donc The Beginning of Life sur Netflix et Years of Living Dangerously, qui parle donc de la préservation de l'environnement. Et ces dernières années, malgré qu'elle s'était éloignée donc du monde du mannequinat, des défilés, elle a continué à être une icône en ce qui concerne tout ce qui est l'humanitaire. En 2018, elle va publier son livre qui s'appelle Aprendizados, qui est entré dans la liste des meilleures ventes du New York Times. Et bien sûr, tous les bénéfices ont été reversés. En 2019, elle va être la productrice exécutive donc du documentaire Solo Fértil, disponible sur Netflix, qui parle du pouvoir de la terre dans la préservation de l'environnement. Le 20 juillet 2020, c'est donc les 40 ans de Gisèle et elle va donc lancer un autre projet qui est donc la campagne Viva a Vida, donc Vie la vie, qui vise donc à planter 40 000 arbres dans la région donc du fleuve Xingu. En décembre 2020, elle et Tom vont acheter un manoir à Miami et en juin 2021, ils sont devenus partenaires dans une société donc de crypto-monnaie. Mais voilà que contre toute attente, en 2022, donc en octobre, on va apprendre que les deux divorçaient après donc 13 ans de relation. De ce qu'on sait, la raison principale de la rupture, ça a été quand Tom, il a décidé de prendre sa retraite, donc avec le foot, et que à peine 2 mois après, il a décidé d'annuler sa retraite et de revenir. Gisèle avait dit dans une interview que Tom, donc son mari, il passait entre 6 à 7 mois de l'année à travailler, qu'il avait raté beaucoup de moments importants en ce qui concerne sa vie à elle, mais aussi de ses enfants, et qu'ils avaient donc convenu qu'il allait prendre sa retraite. Il y a une autre rumeur aussi qui n'a pas été confirmée, c'est le fait que Tom disait que l'abstinence sexuelle était quelque chose de très positif pour sa carrière et que ça ne convenait pas donc Gisèle. Donc est-ce qu'elle était pas satisfaite sexuellement? Et d'après les sources, Gisèle donc lui avait posé un ultimatum, c'était soit elle et la famille ou soit le foot. Et Tom a donc choisi le foot. Certains ont été très choqués par ça parce que c'est pas bien de poser des ultimatums dans un couple parce qu'il faut laisser l'autre décider, tu dois pas empiéter sur sa décision. Mais c'est plus profond que ça, je vais vous expliquer. Dans un interview, il y a des années, vraiment au début de sa relation, il va dire que son travail lui prenait beaucoup de temps et que dès qu'il aurait gagné donc le premier Super Bowl, il serait heureux et qu'il arrêterait enfin sa carrière, qu'il prendrait sa retraite. Sauf que depuis, il en a gagné 6. Ou 7. Donc je comprends le côté de Gisèle où t'es avec un mec et que vous passez très peu de temps ensemble et qui te dit t'inquiète ma chérie, dès que je gagne mon premier Super Bowl je prends ma retraite, et que ça fait 6 Super Bowls qu'il aurait pu la prendre et il a toujours pas pris, ça fout un peu les boules. Et du coup il avait finalement décidé de prendre sa retraite, il avait fait l'annonce, tout ça, et après 40 jours il est revenu sur sa décision et il a donc repris le foot. Et pour Gisèle, d'après les sources, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase et elle a donc demandé le divorce. Elle a quitté la maison familiale de Tampa Bay pour se rendre au Costa Rica et a passé du temps là-bas avec ses enfants. Après leur rupture, du coup, on sait que Fox News ont proposé un travail pour
Tom en tant que commentateur sportif et il était payé plus qu'en tant que joueur. Donc Gisèle, quelque chose qui l'inquiétait, c'était vraiment le risque, ça reste un sport très dangereux. Et Tom, il va refuser cette offre parce qu'il va dire qu'il allait prendre une année sabbatique pour reconquérir sa femme. Sauf qu'il faut croire que non, pas tant que ça, parce que il est déjà avec quelqu'un d'autre. Il est en couple du coup avec Irina Shayk, une mannequin russe âgée donc de 37 ans. Gisèle, elle, de son côté, pendant ce temps, semblait très heureuse à Rio, en train de préparer le carnaval. Et dans une nouvelle interview pour Vogue, elle va donc parler de la séparation. J'ai toujours pensé que chaque situation, aussi difficile soit-elle, avait quelque chose à nous apprendre et nous permettrait de grandir. Les ruptures ne sont jamais faciles, surtout lorsqu'il y a toute la presse qui spécule à chaque étape de ce processus. J'ai essayé de me concentrer sur mes enfants, ma santé, mes projets et mes rêves. J'ai dû traverser des moments difficiles pour comprendre l'importance de faire des choix sains dans ma vie. La maturité m'a appris de mieux m'accepter et de mieux me comprendre. Aujourd'hui, je comprends que la santé mentale est la plus grande richesse, qu'elle est essentielle pour avoir une vie heureuse et que l'énergie est nécessaire pour réaliser tous nos rêves. Pour finir cette vidéo, je voulais donc vraiment vous remercier pour ce mois de JVDT. Franchement, c'était épuisant, mais c'était incroyable d'avoir réussi à sortir une vidéo par jour pendant un mois. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Je vous demande une dernière fois, vérifiez que vous vous êtes abonnés s'il vous plaît, parce que le nombre de personnes qui regardent les JVDT sans s'abonner est énormissime et juste un simple abonnement, ça change beaucoup pour moi. On se retrouve demain normalement puisque c'est dimanche. J'aurais bien aimé que demain ce soit lundi et que j'ai 2 jours de repos. Mais on se retrouve demain donc pour une nouvelle JVDT. Et après donc ça va reprendre son sens normal. Le mercredi ça va être les vidéos trade Reddit, lifestyle. Bref, merci beaucoup à tous. Je vous aime très fort et merci d'avoir été là. N'hésitez pas à checker les dernières JVDT. À demain. Bisous, ciao.